Alors pour conclure ce programme et aussi pour se dire mais qu'est-ce qu'on va faire après, on a souhaité re-questionner les citoyens, puisque je dis re-questionner, on est allé déjà les questionner en 2008, 2012, 2015, 2019 et 2022. Ben, qu'est-ce qu'ils attendent ces citoyens? Et ben, on va le savoir parce que je vais appeler Anne Robin, qui est directrice scientifique des études de l'Observatoire des partenariats et fondatrice de Comisis. Elle va restituer les résultats de l'étude Impact citoyen qui a été réalisée par Comisis Opinionway. Anne, c'est à vous. Bonjour à tous, bonjour les territoires. Euh, En premier, juste petit point méthodologique quand même, comme il se doit. Donc l'étude a été réalisée à partir d'un échantillon de 2400 citoyens ou Français, Françaises. En quoi c'est très important de rappeler ce point méthodologique, c'est que nous n'avons pas travaillé avec des échantillons représentatifs de la représentativité des régions, mais bien chaque région a eu le même échantillon pour pouvoir rendre compte exactement de ce qui se passait. L'étude Impact citoyen 2022 donc clôture 5 ans d'études que nous avons conduites, entreprises, associations, fondations, académiques. Et quand nous avons commencé déjà dans l'étude phare en 2015, la première question que nous étions posées, c'était quelles sont les fragilités territoriales vues par les différents citoyens et vues par les acteurs du territoire. Donc, c'est 3 années d'analyse sur les fragilités territoriales. Sincèrement, j'ai fait l'impasse de vous mettre les 2015 parce que c'est quand même assez compliqué. Et le premier enseignement que l'on a en 2022 par rapport à 2019, eh ben, c'est que les fragilités s'entrechoquent toujours autant. Hein, et que on a une diminution même des écarts entre les fragilités, c'est-à-dire que du top 1 au top dernier, il y a très peu d'écart en 2022, il y a à peine 0,8 points d'écart. Vous noterez néanmoins que la méthodologie tient la route parce que entre 2019 et 2022, on voit bien que tout va bien. Alors, c'est quand même un autre monde en toute discrétion en 2022, parce que parler de resserrement des fragilités, c'est parler que tout ça, ça s'entrechoque, ça s'entrelace, et que il faudrait pas qu'il y ait une étincelle dans un camp, parce que tout bouge en même temps. En 2015 et en 2019, le top 1 des priorités était l'emploi, le chômage et l'insertion. Le taux de chômage a baissé quand même depuis 2019, donc on ne le retrouve plus qu'en 5e position. Toujours en numéro 2, le niveau de vie et le pouvoir d'achat est une préoccupation des Français, mais elle est aussi une fragilité vue. Et enfin, évidemment, en 2022, vous verrez que c'est la santé qui est arrivée en top 1 des priorités. Donc, résumons-nous. Les deux premiers ont changé, le top 1 a changé. Au lieu d'emploi, chômage et insertion, c'est la santé qui a pris la plus grande fragilité. En 2, ça a toujours été le niveau de pouvoir d'achat depuis 2015. Et en 3, ça a toujours été la sécurité délinquance. Donc, tout ça, c'est une histoire de territoire. En 4e, on trouvera le vieillissement intergénérationnel. J'insiste sur ce point parce qu'il était quand même bien loin derrière avant. La pauvreté et l'exclusion, la mobilité et les transports. Les 5 domaines qui, depuis 2015 et depuis 2019, arrivent toujours un petit peu en tête de liste, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas prioritaires sur certains territoires, sont le mal logement, la diversité handicap, l'isolement, le manque de lien social et la culture et les loisirs qui s'évaluent par les Français, donc dans les derniers domaines considérés comme fragiles. Mais je rappelle l'importance des écarts que nous venons de voir. Donc, entre eux, il y a à peine 0,3 points d'écart. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre 2019 et 2022 en termes de déclassement des domaines, si on peut dire ça comme ça, en rappelant qu'on a, écoutez, pour les répondants, ça a été un exercice très difficile. En vérité, on leur demande quelle est pouvez-vous noter cette fragilité? Et en fait, chacun se disait, il y en a peut-être une autre, je pense à autre chose, et quand je vais en avoir une autre, quelle note je vais donner?
Donc, en termes de déclassement des domaines, on parlait beaucoup de mobilité transport qui était à la 4e place en 2019. Aujourd'hui, c'est à la 7e place. On parlait d'emploi, chômage, insertion, on vient de le dire, qui était en top 1 et c'est devenu en 5e place, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas important, mais on sait bien qu'aujourd'hui, c'est plutôt le problème de recrutement. Et enfin, et surtout, notons bien ça, avec les personnes qui sont ici présentes, de l'environnement, pollution, diversité. On était à la 5e place en 2019 et aujourd'hui, on a reculé à la 9e place. Il y a eu un reclassement des domaines, donc, c'est-à-dire que la santé est passée en tête. Ça, c'est pour les 6 prochains mois à réfléchir. Le vieillissement intergénération, de la 9e place est passé à la 4e, la pauvreté et l'exclusion, et l'éducation de la 11e à la 10e est un petit peu remontée. Les fragilités qui sont perçues par les Français sur leur territoire, c'est un autre monde en toute discrétion avec des nouveaux défis, mais tout est une histoire de territoire. En fait, quand on travaille les moyennes de ces notes, on s'aperçoit que la moyenne n'existe pas, tout simplement. C'est une règle numéro 1. Donc, si on regarde les profils, les tranches d'âge de 35 à 49 ans, c'est celles qui attribuent les plus fortes notes. Parce que vous voyez un 5, 6, 5, 7, vous vous dites non, le 5, 6, 5, 7, il est bien fait avec des 6 et il est bien fait avec des pourcentages de 8 sur 10, etc. Et principalement, en fait, c'est dans tous les domaines, et principalement le niveau de vie et pouvoir d'achat, ainsi que les CSP-, les célibataires avec enfants qui critiquent plus, et alors que pendant ce temps, les citoyens de 65 ans et plus notent en général plutôt bas, c'est-à-dire sont moins virulents sur les notations. Alors évidemment, on le retrouvera dans le rapport lui-même parce que on fait l'impasse ici lors d'une présentation. L'étude révèle que chaque territoire, alors c'est quoi un territoire? On a travaillé sur 12 régions. Désolée pour les Corses, mais on a mis la Corse avec PACA, donc ça nous fait 12 régions au lieu de 13. Voilà. Et donc 12 régions qui ont été étudiées et chaque région a son top 3 des fragilités. Hein, et c'est important d'en parler un petit peu. Par exemple, ça peut vous surprendre, mais la seule région qui a l'environnement, la biodiversité dans son top 3, c'est l'Île-de-France. Toutes les autres régions n'ont pas. Donc, les citoyens de 8 régions sur 13 font apparaître le vieillissement dans leurs 3 premières fragilités et 2 régions font apparaître la mobilité transport. Les citoyens des communes de moins de 2000 habitants alertent évidemment plus sur la mobilité transport, le développement économique et la transition numérique. Vous direz comme ça, on connaît, on entend par les médias, mais il faut vraiment travailler chaque territoire, parce que chaque territoire a sa propre dynamique. Donc, on évoquera donc, quand on regarde ce tableau national, plus alors un degré d'urgence d'une fragilité plus que d'une autre sur ce territoire-là, parce que si on regarde bien, c'est seul en lecture interdépendance, interaction que ça a valeur. Je prends un exemple. On voit bien que le vieillissement intergénérationnel en 4e fragilité en 2022 enregistre la même note moyenne que l'emploi, chômage, insertion. Et ça correspond vraiment à un enjeu de taille qui est démographie et développement économique. Comment les Français, ça c'est intéressant, comment les Français voient leur territoire, la dynamique de leur territoire. Sincèrement, on leur a posé la question de manière assez brute, c'est-à-dire on leur a dit, qualifiez-vous votre territoire comme un territoire dynamique, en difficulté, sinistré. Bon, ça a été clair, au moins c'est tranché et ça permet quand même de mieux comprendre ce qui se passe. Alors c'est un résultat national de territoire dynamique qui mérite d'être nuancé évidemment selon les régions. Les citoyens de 3 régions sur 12 reconnaissent plus que les autres leur territoire comme dynamique. Mais ce qui est intéressant quand on parle de territoire, c'est aussi de parler du poids du territoire au niveau national. Donc les 3 régions sur 12 qui reconnaissent leur territoire comme dynamique pèsent pour 31% des citoyens. Les citoyennes, alors, comme ça, j'en vois aujourd'hui, les Pays de la Loire sont très, très, très dynamiques. Dans toute l'étude que nous avons conduite, ils arrivent en tête de tout.
Bon, alors il pèse quand même que pour 6% seulement des citoyens au niveau national. Donc on trouve 3 régions, les Pays de la Loire, l'Île-de-France et PACA-Corse qui considèrent être sur un territoire dynamique. Mais attention à PACA-Corse parce que c'est aussi la région qui annonce le plus grand taux de sinistrés avec 7%. La région Auvergne-Rhône-Alpes, qui pèse pour 12% des citoyens, signale une perception quasi égale au résultat national. Ce qui est intéressant, et c'est ce que j'essaye de passer aujourd'hui, c'est que tout est dans les nuances, les écarts, et c'est une façon de marcher en fait. Hein. C'est pour ça qu'on a écrit, en fait, au niveau national, la dynamique des territoires, c'est que la santé du territoire, c'est un pas trébuchant. Ici, ça va, mais on trébuche à côté. Donc, pour revenir sur Auvergne-Rhône-Alpes, c'est quand même eux qui ont aussi un fort taux de sinistrés. Les citoyens de 3 régions, alors en général, alertent sur un territoire perçu en difficulté. Alors, ces 3 régions représentent 17% des citoyens. Les Hauts-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté et la Creuse. Un résultat donc national qui est perçu aussi selon la catégorie d'agglomération. Donc en fait, ce qu'on dit, c'est que le territoire, le profil, où j'habite, un lieu de vie, je note, je suis citoyen et je note là. Bon, après, on verra combien je pèse ou pas, mais ce qui est important, c'est que c'est tout un climat, tout un environnement, tout un état d'esprit qui avance. Et ça, c'est 50%, un pas trébuchant en septembre 2022 vu par les Français. Les générations qui quand même sont avec un léger plus que national, ce sont les 18 à 24 ans, ce sont les 25 à 34 ans et aussi les catégories supérieures professionnelles. À noter, bon, sans surprise, que les communes de moins de 2000 habitants enregistrent un vécu vraiment sinistré à presque 10%. Alors l'urgence de faire alliance, on est en 2022. Sincèrement, quand on a commencé les études dans le cadre de l'Observatoire des partenariats, on a aussi commencé par une étude citoyen. Il y avait déjà urgence de faire alliance. Les citoyens ne s'y trompent pas. Donc, c'est un mouvement de fond en faveur du jouet collectif. On a bien le même graphe. Oui. C'est une évidence pour tous les Français. C'est une évidence aussi pour les entreprises, c'est une évidence aussi pour les associations, c'est une évidence en général. Il faut jouer collectif. Il n'y a plus cette économie plus profitable et puis ces associations uniquement orientées à l'intérêt général. Tout ça, c'est un peu dépassé. Ça, c'est encore des clichés, mais qui sont complètement dépassés puisque dans la réalité et surtout du point de vue des Français qu'on a interrogés, il n'y a aucun doute. C'est une évidence. Il y a quand même un mouvement de fond, en fait, qui n'est pas toujours repris comme il devrait dans la communication. Alors, évidemment, ce mouvement de fond, il dépend de 3 choses. C'est d'abord l'existence fait conscience. Ceux qui sont le plus engagés dans le jouet collectif, c'est en fait les 65 ans et plus, de façon qui ont le plus fort taux. Le score de l'appréciation incontournable, par exemple, pour les 65 ans et plus, atteint plus d'un tiers, alors que, et ça monte avec l'âge. Donc, on est dans un crescendo. Il y a aussi la proximité qui peut favoriser les échanges. Jouer collectif, ça suppose aussi d'être dans une commune qui permet de se rassembler. Et là, plus les citoyens des communes de 2000 à 20 000 sont encore plus favorables au jouet collectif. Les citoyens de Paris agglomération parisienne sont quant à eux un peu en retrait, mais au profit d'un impact du jouet collectif secondaire. Donc en fait, qu'est-ce qu'on est en train de dire? C'est que c'est une évidence pour tout le monde. Il faut aussi du temps et des échanges. Tout le monde est convaincu, même les agriculteurs, auto-entrepreneurs, indépendants. Sauf que le jouet collectif suppose du temps, ils sont un petit peu en retrait. Et les CSP- sont également en retrait, mais c'est sur simplement la dimension incontournable. Voilà. Alors, 2 régions se distinguent. Pour le jouet collectif, avec des taux comme ça, c'est national, tout le monde est d'accord d'une certaine manière. Des régions qui sont toutes en faveur du jouet collectif, malgré certains écarts, sont 2.
En plus, on retrouve les Pays de la Loire qui vont annoncer un score de 83%. Le jouet collectif est utile, incontournable. Et la Nouvelle-Aquitaine qui, elle, va être en retrait. Je rappelle que l'étude s'est quand même produite en septembre-octobre. Donc la Nouvelle-Aquitaine a eu peut-être des soucis qui peuvent avoir impacté et qui se retrouve avec seulement 69% d'un jouet collectif sur son territoire. À quoi servent les alliances? C'est une évidence, ça c'est sûr, mais pourquoi faire? Et là c'est intéressant parce qu'on est confronté à un double objectif qui est, si on regarde, c'est intéressant, pourquoi? Parce que quand on a fait l'analyse des régions, on s'est aperçu, et je vais vous l'illustrer, il y a des régions qui vont fonctionner dans un sens et d'autres dans un autre. À savoir qu'il y en a qui vont dire, on fait alliance parce qu'on va ensemble créer, et donc on va pouvoir réduire les fragilités, et d'autres régions qui vont dire, on fait ensemble parce que on veut réduire les fragilités et en même temps de la réduction des fragilités, on va découvrir des nouveaux modes des nouveaux moteurs de développement durable. Donc, les alliances des citoyens convaincus que c'est la bonne méthode pour dépasser le débat. On n'est plus dans l'opposition, on est dans un dépassement, un changement peut-être de paradigme, on dirait comme ça, mais c'est surtout simplement un dépassement. On est dans une synthèse. Il y a plus, on doit travailler ensemble. 79% des citoyens sont convaincus que les alliances, je parle bien entre les associations, les collectivités territoriales, les entreprises et les initiatives citoyennes, peuvent réduire les fragilités. 75% des citoyens sont convaincus que les alliances, les mêmes acteurs, participent à faire émerger des nouveaux moteurs de développement économique durable. Est-ce qu'il serait permis de le dire ainsi dans cet ordre selon les régions? Pour les Français, les alliances peuvent activer l'émergence de nouveaux moteurs de développement économique durable et ainsi permettre de se rassembler, de travailler pour réduire les fragilités. En fait, l'un ne va plus sans l'autre. Aujourd'hui, quel est le chef d'entreprise qui dirait je ne suis que all profitable, hein, ça n'existe plus. Il faut la réputation et l'image. Il y a eu des changements dans les mouvements, dans tous les mouvements d'image, de réputation. On doit quand même veiller. Et l'étude d'entreprise qu'on a menée en 2021 révèle vraiment à quel point les mentalités ont changé. La région des Pays de la Loire, encore une fois, illustre parfaitement la dynamique des alliances parce qu'à 82%, les alliances sont incontournables ou utiles pour faire émerger des nouveaux moteurs de développement économique durable. Elles sont également incontournables et utiles à 85% pour réduire les fragilités. Mais si vous regardez la région Bretagne, d'où l'importance de bien regarder chaque territoire, la région Bretagne le dira autrement. Elle dira parce que les alliances sont incontournables ou utiles pour réduire les fragilités, à 86%, elles sont également incontournables et utiles à 79% pour faire émerger des nouveaux moteurs de développement économique durable. Bon, ce qui est intéressant selon les profils, c'est que les 18 à 24 ans sont convaincus que les alliances peuvent réduire les fragilités. D'ailleurs, dans toute l'étude, je le dis tout de suite, entre les 18, 24, 25, 34, c'est toujours mieux, on va y aller, on va avancer. Ça, il y a aucun problème. Ils sont un peu plus sceptiques pour faire émerger des nouveaux moteurs de développement économique durable. Ceci dit, c'est quand même 64% des jeunes qui le signalent. Les citoyens dans les communes de 2000 à 20 000 habitants sont les plus convaincus, on l'a dit tout à l'heure, pour faire en sorte que les alliances permettent de réduire les fragilités d'un territoire. Alors, les fameuses alliances. Et si les alliances, vous savez, on fait des études, on lance des études et on dit est-ce que vous avez vu, est-ce que votre territoire est porteur d'une dynamique de co-construction ou est-ce que vous avez vu, etc. Et en fait, en faisant l'analyse cette année en 2022, on s'est posé une autre question, c'est à savoir, mais en vérité, qui repère les alliances? Les alliances sont là, mais qui repère? C'est pour ça que la réponse, c'est quand même une dynamique encore en émergence. 66% donc des Français déclarent que les alliances sont soit tout à fait, cela est ancré dans le fonctionnement du territoire. À noter que si c'était un chef d'entreprise qui répondait, comme l'année dernière, une association, un élu territorial, ça monte à 20%. Donc le citoyen de ce territoire ne capte pas
forcément tous les partenariats qui sont conduits. Oui, les initiatives de co-construction sont de plus en plus nombreuses, un tiers, et un tiers également, un peu cela commence à émerger. Ce que l'on a repéré en 2022, c'est qui repère en fin de compte. C'est-à-dire que quand on voit ce fort taux de ne sait pas, dans toute l'étude, on n'a pas eu de ne sait pas. On a eu juste quelques 1% de temps en temps dans les fragilités. Il n'y avait pas de ne sait pas. Donc, le ne sait pas signifie que, et on le retrouve plutôt dans les 50 à 64 ans, voire un petit peu 65 ans et plus. Voilà, c'est eux qui nous font un petit peu chuter. Donc, en fait, se pose la question de l'écart entre la perception et la réalité sur le terrain, puisque en fait, on parle de quoi? De dynamique d'alliance entre les acteurs des territoires, entre donc les entreprises, les associations et les collectivités territoriales. Donc, la réalité terrain ne serait-elle pas supérieure à la perception, voire inférieure? Donc, qu'est-ce qui nous a fait penser à ça? C'est que les 50% des 18 à 24 ans déclarent oui, c'est ancré, initiative, c'est ancré sur les territoires. Donc, les 18 à 24 ans, les 25 à 34 ans, les jeunes générations le voient. Les couples avec enfants, dès qu'il y a une présence d'enfants, oui, on voit les alliances, avec les initiatives sont de plus en plus nombreuses. Si il y a également les CS, les catégories socio-professionnelles plus, qui voient à plus de 43%, et ceux qui sont très dynamiques à cet égard, c'est aussi les agriculteurs, les indépendants, les auto-entrepreneurs, mais dans lesquels il y a des chefs d'entreprise de moins de 10 salariés. Donc, en fin de compte, il y a la perception des Français, il y a peut-être un problème de communication, mieux communiquer les alliances, mieux communiquer les partenariats. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les jeunes générations sont à l'écoute de tous ces partenariats. Alors, quels sont les leviers à activer? Donc, je me permets de dire qu'en bas, vous avez en 2019, on n'avait pas posé la question tout à fait de la même façon. On avait dit, est-ce que ce levier est efficace pour, est-ce que c'est bon? Mais peu importe, on arrive quand même à reconnaître que entre vision partagée des fragilités comme levier, c'est-à-dire on fait alliance et qu'est-ce qu'on fait ensemble? La vision partagée des enjeux et des fragilités, 38%, un projet d'action en commun, 37%, très sincèrement, à un point près, reconnaissons que c'est pas bon. Ce qui est très intéressant dans ces leviers pour mobiliser son territoire, c'est que là encore, tout va être une question de territoire. Donc depuis le départ, on arrive avec des territoires qui nous font penser que toute prise de décision au niveau national, sans avoir bien regardé, au-delà du poids des régions d'ailleurs, ce qui marche bien dans un territoire et ce qui marche peut-être moins bien dans un autre, mérite attention. Donc, le classement des leviers pour mobiliser son territoire, les résultats nationaux apparaissent privilégier en fait la vision et l'action. Les régions qui insistent sur la vision partagée des enjeux en premier sont les Pays de la Loire, la Bretagne, le centre et la Nouvelle-Aquitaine. Alors c'est intéressant parce que les Pays de la Loire, c'est les plus dynamiques, la Bretagne est pas mal non plus, le centre se dit quand même en grande difficulté, la Nouvelle-Aquitaine. Donc en fin de compte, ça ne veut pas dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, il ne faut pas foncer tête baissée, c'est un peu, il faut bien regarder. Les régions qui font basculer en premier le projet Action en commun, ce sont l'Occitanie, les Hauts-de-France, la Normandie, l'Auvergne-Rhône-Alpes et la région PACA. Alors, si l'Île-de-France privilégie la vision partagée des enjeux, elle classe au même niveau, en fait, le programme d'action en commun et les règles et les normes. Ce qui a été intéressant dans cette étude également, quand on regarde les générations, c'est que les jeunes générations sont celles qui demandent le plus de règles et des normes, même si elles mettent ce levier en 3e position, comparé aux 65 ans et plus qui, eux, disent 10% les règles et les normes. Donc, en fait, les jeunes veulent plus de règles et de normes. On va conclure sur l'engagement des Français. Je vais essayer d'aller vite, mais bon, grosse déception quand même pour les analystes. L'engagement des Français n'a pas bougé depuis 2019 et c'est un engagement, vous savez, quand on dit est-ce que vous vous sentez engagé sur votre territoire, je répète, la question était bien sur votre territoire comme,
En fait, on est un tout petit peu déçus en tant que citoyen. C'est quand même 32%. Bon, il y a eu une petite partie autre où on dit je vais voter, mais c'était pas tout à fait la même chose. Alors là, c'est intéressant de penser le passé, le présent et le futur selon les générations, les lieux de vie des Français et leur engagement. Toute l'étude va dépendre aussi de l'engagement. Évidemment, si vous êtes un élu ou si vous êtes syndiqué ou si vous vous sentez considéré comme citoyen. Donc, si on regarde seulement les Français qui s'engagent au service de leur territoire, ben, en fait, les engagés en tant que membres de la gouvernance d'une organisation stagnent. Ce que l'on voit, c'est qu'on ne peut pas dire que ça a baissé pour le consommateur. Ça prend quand même 4 points et on le repère dans toute l'étude. Les salariés sont plus engagés. Tous les séminaires qui ont été mis dans les entreprises pour rappeler l'engagement des salariés au service du bien commun, au service d'une meilleure organisation, ça paye là, hein, vraiment. En tant que syndicaliste, il y a eu 3 points de plus, on est à 13%. On était assez content de trouver ce chiffre parce qu'on l'a retrouvé dans d'autres études. Donc, parmi les Français, 13% sont syndiqués. Les 3 points ont été pris par les jeunes générations, hein, les moins de 34 ans. En tant qu'éditorial, c'est normal que ça ne bouge pas. Et un code haut, c'est-à-dire que je me sens engagée au service de mon territoire, mais par tout ce que je peux faire, qui n'est pas forcément considéré comme être un élu. Alors, 2 mots pour conclure sur l'engagement en pratique. On n'a pas le slide qui va avec. Mais en premier, je voulais simplement dire c'est quoi un engagement, puisqu'ils sont consommateurs. 84% des Français veillent à leur consommation d'énergie et 82% à leur consommation d'eau. Bon, ça va. En second, les pratiques dites responsables. 59% des Français tentent d'acheter plus de produits responsables. Et en troisième, l'engagement soit par des soutiens financiers, soit en s'engageant dans des initiatives citoyennes. Donc en fait, on a 3 types d'engagement, ceux qui veillent, ceux qui achètent des pratiques responsables et ceux qui s'engagent soit dans des associations, soit des soutiens financiers. À ce niveau-là, une grande coupure existe quand même. Ceux qui pratiquent le plus, ce sont les aînés et ceux qui s'engagent le plus, ce sont les jeunes dans les associations et dans les syndicats. Donc, en fait, pour conclure, pour comprendre l'intensité ou non des transformations qui s'opèrent actuellement, et c'est très important puisqu'on a vu que les fragilités étaient très liées les unes aux autres, il faut quand même se donner les moyens de détecter les écarts générationnels, donc le passé, le présent et le futur, c'est-à-dire que toute l'étude est guidée par couple avec enfant, célibataire avec enfant. On voit tout de suite ce qui se passe. J'ai un enfant, je pense au futur quand même. Je dis pas c'est la fin du monde, quoique 31% des 18 à 24 ans le craignent. Les lieux de vie, la région, la commune, avec des facilités ou non. L'état d'esprit aussi, selon l'activité et les pratiques y afférents. Les prises de décision doivent tenir vraiment compte des écarts. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire, oui, alors, sécurité délinquance, niveau de pouvoir d'achat, non, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que sur les territoires, il y a aussi vieillissement intergénérationnel qui peut peser et qui peut permettre, en réduisant cette fragilité, de tout faire basculer. Dans le même esprit, juste pour conclure qu'une seule fragilité s'aggrave et tout peut basculer. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci Anne, je vous retiens 1 minute. Parce que Charles Bernard a quelque chose à vous dire. Anne, merci. Comme toujours, c'est passionnant de vous entendre. Alors, il y a 144 slides qui correspondent à ce que Anne nous a si brillamment résumé en 20 minutes. Et Anne, je voulais vous dire, en novembre 2007, il y a donc 15 ans, je venais dans votre bureau en disant, mais vous savez, et si on faisait une étude auprès des entreprises pour savoir leur engagement et les partenariats? Et vous m'avez dit, mais c'est pas du tout une étude qu'il faut faire. C'est un observatoire. Et immédiatement, vous avez dit, et si vous voulez, j'en prends la direction scientifique, je le fais bénévolement, vous inquiétez pas.
et 15 ans après, vous êtes encore là. Je me tourne vers Christophe Janter et Isabelle Lodier qui représentent cette belle maison. Lorsqu'on est venu présenter en 2008, et je me tourne aussi vers le coupable qui est là tout au fond, Adelphes de Taxi, lorsqu'on est venu présenter à la Caisse des dépôts ce programme, eh bien, finalement, tout le monde a dit, ben, prenons ce risque. Parce qu'à l'époque, les questions d'alliance, de co-construction, de construire ensemble n'étaient pas au cœur du débat. Et vous l'aviez vraiment senti, vous nous avez proposé ce pari, nous avons été demander à la Caisse des dépôts sa confiance, et c'est grâce à cela que nous sommes là 15 ans après, c'est grâce à ça que nous pouvons entendre ce que les Français ont à nous dire. Alors, je rassure ceux qui n'ont pas encore l'intention de lire les 144 slides qui vont derrière. Nous avons un recto verso parce que nous avons appris, et là aussi nos amis de la Caisse des dépôts nous y ont bien aidés, tant l'Institut que la Caisse nous ont dit, mais si vous ne faites pas un recto verso, personne ne lira. Donc il y a le recto verso pour ceux qui veulent la simplicité, il y a les 144 pages pour ceux qui veulent l'analyse. En tous les cas, Anne, si vous n'étiez pas là, nous ne pourrions pas écouter les Français comme cela. Merci à vous. Merci beaucoup.